cellules, de vraiment visualiser à la toute petite échelle ce qui se passe à l'intérieur de ces cellules, grâce avec des nouvelles technologies, notamment de super résolution. Et vous me présentez ça un peu mieux que nous. Merci. Merci, Sarah. Bon, merci à tous. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Je vais commencer cette présentation intitulée Modéliser les pathologies avec des cellules souches pour interroger et visualiser leurs mécanismes moléculaires avec une petite question. Comme les chercheurs étudient les cerveaux? Et la réponse n'est pas facile. Pendant très longtemps, la seule façon d'étudier les maladies neurodégénératives était des modèles animaux. Par exemple, la plupart des études ont été faites sur les souris. Ah, voilà. Sur les... C'est celle-là qui nous gêne sur la vie. Ouais. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Sûr que je peux Sur les souris, des rats et des singes. Dans ces modèles, on pouvait récupérer leur cerveau. Okay. Let me know. Don't touch. Yes. Dans ces modèles, on pouvait récupérer leur cerveau, cultiver leurs cellules et étudier des mécanismes cellulaires et moléculaires. Ceci avec des modèles sains ou avec des maladies. Seulement que ces modèles sont limités. Par exemple, étudier une maladie humaine sur un rongeur, ce n'est pas toujours les modèles les plus pertinents. Mais quand on veut travailler sur l'humain, c'est plus difficile. Est-ce que l'un d'entre vous est prêt à me donner un morceau de son cerveau pour faire des études? Non, mais je pense que non. Moi non plus. Hein. C'est pas facile d'avoir des échantillons humains et normalement, on peut seulement avoir accès à tissu cérébral post-mortem ou après la chirurgie. Pour surmonter cette difficulté, dans notre labo, nous avons une solution. Une solution qui a été publiée par un chercheur japonais qui s'appelle Yamanaka et qui lui a donné le prix Nobel en 2012. Le nom de la solution, c'est la reprogrammation. Cela consiste en prendre des cellules des patients qui sont accessibles, par exemple, les cellules de la peau, cellules sanguines, les traiter et faire qu'elles deviennent une cellule souche. Les cellules souches sont cellules non différenciées qui sont capables de donner tous les types cellulaires de l'organisme. Par exemple, avec une cellule souche, on peut faire cellules du cœur, du foie, du pancréas et notamment du cerveau. Pardon. La différenciation des cellules cérébrales, c'est le procédé par lequel on part d'une cellule souche et en ajoutant différentes molécules spécifiques, on peut faire des neurones et des astrocytes. Les neurones, les cellules les plus abondantes dans notre cerveau. C'est un procédé long et il contient différentes étapes. Pour accompagner les actes de la parole, voici des neurones et des astrocytes qu'on a fait dans notre laboratoire à partir de cellules souches. Vous comprenez donc maintenant qu'on peut travailler en laboratoire avec neurones humains sans avoir besoin d'un morceau de cerveau. Mais oh, pardon. Mais malheureusement, ces modèles cellulaires deux-dimensionnels desquels j'ai parlé ne représentent pas toute la complexité du cerveau humain. Dans notre équipe, nous avons développé d'autres modèles cellulaires pour modéliser cette complexité. Par exemple, on peut cultiver neurones et astrocytes ensemble dans un modèle qui s'appelle la co-culture. On peut aussi utiliser la technologie microfluidique pour faire des modèles plus complexes, technologie sur laquelle Maxime Cazorla va parler dans quelques instants. Et on peut faire aussi des modèles tridimensionnels, comme les organoïdes cérébraux,
qui ressemble à un mini-cerveau dans une boîte de pétri. Emmanuel parlera un peu de comment est-ce qu'on peut faire pour les visualiser. Avec ces modèles, on peut faire différentes analyses, par exemple des analyses moléculaires, des analyses cellulaires ou tester des médicaments. Dans mon projet de recherche, j'ai fait une analyse cellulaire. Les cellules sont organismes vivants et j'essaie d'étudier comment les différentes molécules bougent dans la longue projection du neurone que c'est l'axone. Pour faire ça, on a besoin de techniques de microscopie ultra performantes. Et je pense que personne n'est plus pertinent que M. Christophe Leterrier pour parler de microscopie. Oui, je pense aussi. Bonjour à tous. Donc, très belle transition pour vous parler un petit peu de justement sur un aspect plus technique, mais j'espère plus visuel surtout. On peut essayer de regarder un petit peu le fonctionnement à l'intérieur des neurones, des cellules, soit qu'on va chercher dans les rats, dans les souris, mais aussi qu'on peut différencier à partir de cellules souches pluripotentes qui ont été fabriquées, comme a expliqué Yvan. Donc, qu'est-ce qu'on utilise nous à l'INP? Alors, j'ai la casquette de responsable d'équipe, mais je suis aussi le directeur de la plateforme de microscopie. Et c'est surtout ça que je voudrais vous montrer. C'est quelques images issues des travaux de l'équipe qui montrent un petit peu ce que peuvent faire les microscopes de nouvelle génération pour comprendre le fonctionnement, non pas à l'échelle d'un cerveau entier, comme vous montreront peut-être d'autres gens avec l'imagerie médicale, mais vraiment à l'intérieur d'un neurone, comment les protéines bougent et comment elles vont au bon endroit, comment le neurone se développe, comment il pousse, comment il se connecte avec les autres neurones autour. Et ça, donc pour ça, on a des microscopes qu'on appelle super résolus parce qu'ils permettent de voir mieux qu'un microscope classique de fluorescence. Vous voyez ici un exemple d'image, on voit quelques neurones dans une culture avec le squelette. Donc ce qu'on a marqué en bleu, c'est les microtubules, et ce qu'on a marqué en rouge, c'est l'actine, et c'est les deux composants du squelette de la cellule. C'est ça qui lui permet de pousser, d'avoir sa forme, de se connecter et de transformer aussi sa forme, ce qui va donner tout ce qui est la plasticité cérébrale. Alors, là, vous avez un petit film qui vous montre à quel degré de détail on peut aller sur ce squelette. Là, dans ce cas-là, c'est des microtubules. On a une cellule classique qui n'est pas une cellule, qui n'est pas un neurone. Et vous voyez qu'on va pouvoir résoudre tous ces petits os, ces microtubules individuels, avec une très belle résolution de l'ordre de, on va dire, 20 nanomètres. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est 10 fois mieux que ce qu'on peut faire avec un microscope classique. Et si on applique ça aux neurones, on va par exemple pouvoir regarder les axones, c'est-à-dire les longs prolongements des neurones qui vont les connecter entre eux et qui sont très fins et très longs. Ça peut faire jusqu'à 1 mètre de long pour les neurones qui connectent les muscles dans les jambes. Et vous voyez ici, on a une petite animation, une sorte de montagne russe. On a des images très précises en 3D. On va pouvoir suivre des axones et voir des axones individuels jusqu'à regarder à l'intérieur en tranches, comme ça, vous voyez sur le côté là. Alors que tout ça serait juste une grosse tache floue avec un microscope classique. Donc ça permet vraiment d'aller regarder très finement la structure du neurone. Ce qu'on espère dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire de l'application à des maladies, à des pathologies, c'est qu'on va pouvoir détecter des défauts beaucoup plus fins dans ces modèles de maladies, animaux ou humains avec les iPSC, qui nous permettront soit d'avoir une meilleure idée du mécanisme, soit d'avoir une idée de diagnostic plus précoce, parce qu'on va pouvoir avoir des défauts et commencer à avoir une idée de défauts qui apparaîtraient et qui seraient beaucoup plus subtils que ce qu'on est capable de voir aujourd'hui. Et alors évidemment, là, c'est le top du top de la résolution, mais pour faire ça, on est obligé de tuer les cellules, on est obligé de les fixer chimiquement et de les marquer, parce que prendre une image comme ça prend à peu près une demi-heure à 40 minutes. Donc on imagine bien que si le neurone était vivant, tout ça bougerait beaucoup pendant l'image. Mais on a aussi des techniques qui permettent d'améliorer la résolution sur des cellules vivantes. Et vous voyez ici mon dernier exemple. Voilà. Ici, c'est côte à côte, le même film pris avec le mode classique du microscope. Alors, on voit qu'il y a un peu des trucs orange et des trucs bleus, mais on ne voit pas très bien ce qui se passe. Et puis à droite, j'espère que vous voyez bien sur l'écran, on voit qu'en fait, tous ces points orange sont des minuscules petits points et que le bleu, c'est toute la membrane du neurone qu'on définit beaucoup mieux. On voit même des mouvements de vésicule le long de l'axone, là, qui est vertical.
Et chacun de ces petits points, c'est ce qu'on appelle des puits recouverts de clatrine. C'est des points d'entrée où la cellule va faire rentrer depuis l'extérieur ou depuis sa membrane des composants à l'intérieur. Donc là, vous voyez qu'on est capable de les isoler, de voir chacun de ces petits puits individuellement et d'aller regarder très finement ce qui rentre dans le neurone à ce moment-là. Voilà, c'était juste un panorama très rapide, mais le message global, c'est grâce à ces techniques, on va pouvoir aller regarder dans des modèles cellulaires. C'est pour ça que c'est important d'avoir des modèles cellulaires humains aussi pour directement pouvoir regarder ces cellules, même si c'est sur du verre dans des cultures, mais qu'elles viennent directement de patients humains ou de cellules humaines qui ont été modifiées pour recréer les caractères exacts de la maladie. Voilà, je vous remercie.